S'il y a un seul téléspectateur de TV Liberté qui n'est pas allé au Puy du Fou, qu'il se lève et qu'il y aille immédiatement pour se faire pardonner ce manquement insupportable. Car dans le contexte actuel des Disneyland en tout genre, fondés et développés sur le bling-bling le plus sauvage, le Puy du Fou offre à ses visiteurs un moment unique de beauté et de vérité, servi par un environnement naturel d'exception et par des moyens techniques à vous couper le souffle. S'il fallait traduire en quelques mots le message diffusé par les spectacles, je dirais que le Puy du Fou est un puissant vecteur de formation historique en remettant en valeur, à rebrousse-poil de l'historiquement correct, les grands moments de l'histoire de France, du baptême de Clovis qui a fondé la France chrétienne, jusqu'à la résistance extraordinaire des poilus de Verdun, en passant par l'action incroyable de Sainte Jeanne d'Arc ou celle flamboyante de Saint-Louis, de Richelieu, de ses mousquetaires ou par celle héroïque de Monsieur de Charette et de ses Vendéens. Pour ce faire, les moyens techniques sont d'exception. Je ne citerai que la reconstitution de l'épopée maritime de Monsieur de la Pérouse et de Monsieur de Monty, mandatés par Louis XVI pour une expédition maritime d'une audace inouïe. Les spectateurs sont embarqués sur le navire, sont secoués par une tempête impressionnante quand celui-ci passe le cap de Bonne-Espérance et participe avec angoisse au naufrage du bateau. Tous ces spectacles sont donnés dans un écrin de verdure d'une rare beauté, des arbres magnifiques se dressant au milieu de parterres de fleurs admirables, un enchevêtrement d'allées remarquablement entretenues, des petits villages reconstitués, l'un du Moyen-Âge, l'autre du XVIIIe siècle, un troisième des années 1900. Le dépaysement est total, la plongée dans la France historique est prenante. Tout cela sur fond de musique sublime qui enchante les bosquets et ressuscite Handel, Bach, Lully, Vivaldi, Rameau et tant d'autres merveilleux compositeurs de musique classique. Et puis bien sûr, se dégage du Puy du Fou un mode opératoire pour que revive la France éternelle. Les spectacles sont truffés de mentions des racines chrétiennes de la France, du baptême de Clovis, de la piété des Vendéens qui se soulèvent contre la République dictatoriale. Rien ne manque. Et la possibilité de contempler le très célèbre anneau de Sainte Jeanne d'Arc est un moment très fort dans le parcours proposé. Pendant le spectacle, qui reconstitue la vie de Monsieur de Charette, l'on voit celui-ci décoré par George Washington, en raison de ses faits d'armes pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Washington lui demande sa devise, et Charette lui répond « Souvent combattu, parfois battu, jamais abattu ». Une telle devise pourrait être celle de tous les résistants actuels à la déconstruction de notre cher vieux pays. Oui, nous combattons souvent. Oui, nous sommes parfois battus, mais non, nous ne sommes pas du tout abattus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ainsi donc, la jeune députée de la Somme, Yaël Ménache, élue sous l'étiquette Rassemblement National, vient de subir avec son mari une très violente agression de la part de ses voisins. Pour faire court, ces très charmants voisins ont tapé à bras raccourcis sur la jeune femme comme sur son mari et les ont très sérieusement blessés. « Bah oui quoi, faut bien se défouler sur des gonzesses quoi !» Comme j'ai l'habitude de le dire et que j'aime beaucoup me répéter, je le répète donc, jusqu'ici, rien que de très normal, bienvenue dans la France orange mécanique de 2022. En revanche, je voudrais insister sur deux points qui me semblent dignes d'intérêt. Tout d'abord, l'un des gros bras, un costaud de chez costaud, le gars qui n'a peur de rien puisqu'il ose attaquer une femelle. Le costaud donc traite la jeune femme de sale PUTE. Très intéressante cette expression. Pour le costaud de chez costaud, une jeune femme mariée est une sale PUTE. Elle est donc à la fois sale et PUTE. Cela nous éclaire sur ce que le costaud de chez costaud pense des femmes en général et des femmes mariées en particulier. Pour lui, elles sont sales et PUTE. C'est tout. De mon côté, ayant suivi un cycle long de psychologie qui a duré tout de même 1 heure 35 minutes et 16 secondes, et étant donc devenu une star en psychologie, j'ai tendance à penser que le costaud de chez costaud a un problème avec les femmes, et j'en suis navré pour lui.
Ensuite, l'un des gros bras veut aller chercher son fusil pour, je le cite, fumer sa charmante voisine. Et ça, je trouve ça fascinant. Fumer sa voisine, quelle expression magnifique. Elle traduit un mélange admirable de concepts superbes. Par exemple, je fume ma voisine comme je fume une cigarette, avec un plaisir fou. Ou bien, je fume ma voisine que je volatilise en fumée, ce que je trouve très poétique. Ou bien, je fume ma voisine comme je fume un sanglier, une bonne grosse balle de fusil dans le cœur, ce qui est très viril. Finalement, ces 4 gros bras, ces 4 costauds de chez costauds sont des vrais mecs qui en ont. Honnêtement, je trouve que leur fait d'armes, qui est de tomber à gros bras raccourcis sur une jeune députée et son époux, et les blesser comme il se doit, est un acte de bravoure tout à fait exceptionnel. Objectivement, ces 4 costauds de chez costauds sont dignes de rejoindre le clan Traoré, ou les Black Blocs, ou les nervis de l'extrême gauche, au choix. Les 3 groupes finalement n'en faisant probablement qu'un. Il est en tout cas réjouissant de savoir que l'un des costauds est agent de sécurité et qu'un autre est militaire. Nul doute qu'avec de tels gros bras, notre sécurité intérieure et extérieure est sûrement totalement assurée. Je vous souhaite une très bonne soirée. La ravissante petite ville de Callac, dans les Côtes-d'Armor, ou en Cornouailles si l'on préfère, se trouve actuellement sous les feux des projecteurs médiatico-politiques. Et cette affaire de Callac peut nous instruire de façon éclairante sur ce qui nous attend dans les années qui viennent sous le règne dictatorial de Macronor, Corée du Nord. Disons-le tout de go, vivre à Callac ou dans des petites villes de ce genre est un véritable bonheur. Les gens se connaissent, la convivialité est de rigueur, la politesse est une évidence. En quelque sorte, l'on vit paisiblement entre gens de bonne compagnie. Si nous savons depuis Henri IV que les pâturages et les labourages sont les 2 mamelles de la France, nous savons depuis belle lurette que le calme et la sérénité sont les 2 mamelles de Callac. Mais voilà que surgit un petit problème qui bouscule complètement la délicieuse petite ville de Callac. Les autorités politiques ont pris la décision d'installer dans la délicieuse petite ville de Callac un nombre important de familles d'immigrés, nombre important dont il est très difficile de savoir le nombre exact, tant les autorités politiques mentent à cœur joie sur le sujet. Comme l'affaire a pris une tournure nationale, la consultation des habitants qui devait avoir lieu n'aura pas lieu. Ça, c'est de la démocratie locale pur sucre, pur jus. Il résulte de tout cela que les habitants de Callac vont, par la grâce d'un coup de baguette magique macronique, pouvoir goûter du vivre ensemble heureux que produit l'arrivée de populations étrangères. Et nous savons que le modèle Callac devrait être mis en œuvre dans la France tout entière afin de noyer les populations franchouillardes, blanches et dégénérées dans une population qui est à l'évidence une chance exceptionnelle. En gros, il s'agit d'implanter dans toute la France des milliers et des milliers de 9-3. Que du bonheur! Mais si, je vous assure, pétard de sort, que du bonheur. Tenez, regardez ce qui s'est passé à Nantes. Jusqu'à il y a quelques années, Nantes faisait partie des 3 villes les plus recherchées en France. Bien, parfait. Tout ça baigné dans l'huile. Et puis l'accueil du migrant est passé par là. Nantes est devenue un véritable coupe-gorge et Nantes fait désormais partie des villes les moins recherchées en France. Et tout cela s'est passé en quelques années. Ce qui est sûr, c'est que Macronor Destructor va accélérer à plein gaz la destruction par l'accueil des immigrés de nos merveilleuses campagnes, puisqu'il lui reste encore 4 ans et demi pour mener à bien ses projets diaboliques.
Il ne nous reste plus qu'un seul espoir, qu'à sa 4e dose de vaccin anti-Covid, il passe sanitaire, ou plutôt qu'il trépasse sanitaire. Enfin, pardon, je ne sais plus ce que je raconte. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je faisais récemment une chronique sur la vie intime de Macronor Diablocor et me fis instantanément interpeller par un téléspectateur par le biais d'un commentaire sur YouTube. Vous voyez que je lis les commentaires sur YouTube, me disant que Macronor Terminator représentait la France. Quand même, quoi, faut pas pousser mamie dans les orties. Il sous-entendait que je n'avais probablement pas le droit de parler des fonds de culotte de notre pseudo-président. Vaste question, vaste débat qui m'a fait passer une nuit complètement blanche. Je me retournais dans mon lit en soupirant. Ai-je le droit de critiquer ainsi notre pseudo-président ? De bon matin, après cette nuit blanc, noir, pour que la Marlène Schiappa-d'Amour à la plantureuse poitrine ne m'accuse pas une nouvelle fois de faire du sexisme et du racisme. Donc, après cette nuit blanche, je n'ai trouvé qu'une seule solution, appeler tante Gertrude, mon admirable conseillère politique préférée. Et je lui posais donc la question. En fait, très chère tantinette, peut-on dire honnêtement que Macronor Diablocor représente la France ? Mon petit gars, qu'elle a causé ma tata, tu me poses une question importante et je sais que tu es incapable de la résoudre tout seul puisqu'il s'agit d'une question importante. Tu vois, il ne faut pas confondre diriger et représenter. Clairement, le Macrominus dirige notre malheureux pays, puisqu'il a la main sur les institutions, les médias, le patronat, l'administration et tutti quanti. Donc, il agit comme un patron. D'ailleurs, comme un patron qui fait tout pour couler son entreprise. Mais là n'est pas la question. Qu'il agisse comme un patron, oui. Mais est-ce pour cela qu'il représente la France ? Eh bien moi, je te le dis haut et fort mon petit gars, bien sûr que non. Quand il se vautre sur les corps dévêtus de 2 Africains qui sont en plus de ça des repris de justice, et que l'image fait le tour du monde, à l'évidence, il ne représente pas la France. Quand il est reçu par Vladimir Poutine de telle façon qu'il est humilié comme jamais et de telle façon qu'il humilie la France comme jamais, et que cette séquence fait le tour du monde, à l'évidence, il ne représente pas la France. Quand il transforme l'Élysée en bordel africain au cours d'une fête de la musique interlope et que cette séquence fait le tour du monde, à l'évidence, il ne représente pas la France. En réalité, et comme vient de le démontrer de façon magistrale un grand psychiatre italien, Macronor Diablocor ne représente que lui-même, n'agit que pour lui-même, ne met en scène que lui-même dans le style le plus pur du psychopathe pervers. Donc, mon petit gars, le téléspectateur de TV Liberté qui t'a interpellé se trompe, point final, sujet suivant. Et comme d'habitude, la tantinette a brusquement raccroché sans me saluer. J'étais déjà de mauvaise humeur, mais j'avoue que sa goujaterie m'a mis toute la journée d'une humeur de chien-chienne pour faire plaisir à Marlène Schiappa-d'Amour. Cela dit, comme d'hab, comme disent les jeunes, elle doit quand même avoir raison. Je vous souhaite une très bonne soirée.